C'est un mal pour un bien, une douleur pour un gain. Allez, allez. Ah putain. Souffrir pour se trouver plus beau, pour se sentir plus confiant. C'est mon petit moment d'évasion dans ma journée. Je suis passionnée, voilà. Grâce à ça, j'ai une vie saine. La paix intérieure, je recherche. Le fitness, c'est plus qu'une mode, c'est un mode de vie. Près de 800 000 Suisses ont déjà succombé à la folie du fitness. Aujourd'hui, c'est le corps musclé qui symbolise une sorte de réussite sociale. Mais il y a le revers de la médaille. L'engouement pour la salle de sport a révélé une nouvelle tendance, le dopage chez les jeunes, parfois des ados. Leur motivation n'est pas sportive, mais esthétique. Ils arrivent comme ça, 3 mois plus tard, ils sont comme ça. Moi, ça fait depuis 15 ans que je m'entraîne. Voilà quoi. Les produits dopants se commandent sur Internet, tout simplement. Cette course aux muscles est sans obstacle. Cette course se fait à n'importe quel prix. Les stéroïdes en soi, c'est 200-300 francs par mois. Et après, si on met des hormones de croissance, là, c'est cher. Ça peut être très cher, ça peut aller jusqu'à 1000 balles par mois. Le chiffre d'affaires de la vente de médicaments a dépassé celui des stupéfiants classiques. Et les drames sont là. Dans le Jura, des parents pleurent leur fils de 23 ans, mort d'avoir voulu être trop beau. Mon fils, c'était mon roi, c'était... Je l'aimais tellement, tellement. Attrape là-bas devant. On va. C'est bien, encore, tu peux. C'est bien, Sophia, encore. Lâche-toi. Est-elle maso? Un peu fofolle peut-être. En fait non, Sophia est juste accro au fitness. Elle y retrouve tous les jours Arthur, son coach personnel, l'homme qui lui fait cracher ses tripes. Tu peux, Sophia, encore. 3, 2, 1, stop. Si ça brûle, c'est que c'est bien, vous êtes sur le bon chemin. Fatigue égale douleur, douleur égale transformation. Frappe, gaine encore. 10 secondes. Voilà, contracte. Stop, ok, stop. Wow. Parfait. Ça va? On change ou pas? Ok, cool. Ça va? J'adore ça. Il me pousse au bout de mes limites. Dès qu'il voit que je peine, douleur, fatigue égale douleur, douleur égale transformation. No excuse. Sophia, c'est une warrior. Franchement, ouais. Même souvent, ça arrive qu'on s'entraîne ensemble, mais elle est très forte. Je ressors tout le temps, mais en fait, j'ai la banane. Et tu oublies tout de ta journée. Mauvaise ou bonne, on oublie tout. On est bien et ça, c'est une poussée d'adrénaline à chaque fin d'exercice. Moi, je suis complètement fan. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. La Suisse se situe dans les 10 pays européens les plus fitness maniaques. Une personne sur 10 possède un abonnement dans une salle. Il y a d'abord une offre qui s'intensifie, une offre qui est accessible, qui est proche des endroits où les gens travaillent ou habitent. C'est aussi des conditions de prix qui sont plus intéressantes. Et puis il y a une demande. En dehors de l'offre, c'est la demande d'apparence, de travail des apparences, la valorisation du corps, le muscle ou la forme, la santé qui est au cœur du marketing de ces salles de forme. Ce boom du fitness date du début des années 2000, mais son histoire commence bien plus tôt. Fin des années 60, Kenneth Cooper réfléchit. Lieutenant-colonel dans l'armée américaine, il connaît bien la musculation pratiquée par les Marines. Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire bouger les sédentaires, en particulier les femmes. Quelque temps plus tard, il dévoile son concept d'activité physique baptisé fitness. L'idée se diffuse grâce à la télévision des années 70. Les Américains ont Jen. Nous, on a Jack, un carton à la télévision suisse alémanique. Oder mit Variationen. Knie, Höhe. Oder hinten rauf. Oder seitwärts.
Quant à Véronique et Davina, elles mettent la France en marche. Très célèbre, Bernard Tapie. Ouais, bravo, c'est ça. On s'appuie. Années 80, années 90, les salles se multiplient, la planète fait du body pump. Avec le 21e siècle, le fitness se perfectionne. Aux espaces dévolus au sport, s'ajoute souvent un spa. Fitness rime aujourd'hui avec wellness. S'entretenir est une exigence. Sophia s'entraîne 5 fois par semaine alors. Entre sa petite fille et son job de décoratrice d'intérieur, c'est souvent le même qui s'y colle. Coucou chérie, comment ça va? Juste, je t'appelle, c'est intéressé comme d'habitude, comme tu peux le constater. Est-ce que ça te dérange de récupérer Yuna ce soir? Parce que j'ai un cours avec Arthur à 4 heures. Donc, j'aurais pas fini avant 5 heures, quoi. Donc, du coup, si tu pouvais aller la chercher. J'abuse. Non. Le mari cède régulièrement et il sait pourquoi. Sophia sans sa dose de sport. Mais il faut pas être dans les parages. Je suis affreuse. Mais je le dis, hein. Les personnes qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mérite d'être encore là. Je suis horrible. Je suis gueularde. Je suis un peu comme une cocotte minute qui va exploser. Justement, c'est le moment de retourner s'entraîner. Transpirer, oui, mais en beauté. C'est le seul moment où j'ai pas d'artifice. Je suis pas maquillée, j'ai pas mes talons, je suis pas toute pimpante. Donc je compense par mes tenues de sport. Les salles sont au nombre de 1000 et la concurrence est féroce. Pour attirer les clients, les patrons de fitness n'hésitent pas à jouer une autre carte que celle du sport. Bonjour les filles. Bonjour. Tout bon? Salut Hervé. Salut Sergio. Bien et toi? On vient s'entraîner, tu vois. Pour vider un petit peu, on va dire dépenser ce qu'on a mangé durant le week-end, quoi. C'est bien. Et puis niveau entraînement, ça se passe? On est en pleine préparation, là. À plus. Allez, ciao. Ciao. J'essaye d'être familial, j'essaye d'aller toujours vers les jeunes, vers les plus âgés, vers les femmes, vraiment vers tout le monde, de demander est-ce que ça va. C'est ça qu'ils cherchent aussi, à avoir un petit peu un contact. Ça crée des amitiés, ça crée des liens, ça crée des couples, ça crée plein de choses. C'est un peu ce style-là que j'aurais aimé avoir un peu un rappel. Le fitness comme un lien social. C'est aussi le credo de Rui, mais là tout de suite, c'est son bolide qui l'intéresse. On peut venir sur un côté encore plus vintage et venir avec des cotes, un peu comme la moto là-bas. Dire qu'on va éviter tout ce qui est matière. Rui prend soin de sa moto autant qu'il prend soin de lui. Parce que tu vas avoir des problèmes. Donc après, si tu veux faire un rappel de ta couleur, on va pouvoir venir mettre un liseré tout le tour de la selle. On va dire qu'il va prendre vraiment la partie conducteur. Le beau se loge dans les détails. Rui le sait bien, lui qui se rend dans un fitness pour travailler même les plus petits muscles. On va venir renforcer en plus avec les surpiqûres. À la base, j'étais un peu réticent avec le fitness. J'avais un peu le stéréotype des gros bodybuilders, etc. Je voyais les personnes qui fréquentaient un fitness comme des bourrins, on peut dire, des bourrins, des gars qui allaient là-bas pousser du lourd, etc. Je voyais vraiment des gens bien costauds, rayant la tête, comme je pense le 80% des gens. Et pourtant, il s'est découvert une nouvelle tribu. Ça fait 3-4 ans que je suis dans le même fitness. Effectivement, on est devenu comme une petite famille. Donc, par le biais de ce hobby, ce sport, j'ai rencontré des gens très intéressants, avec de milieux différents, de cultures différentes. Et ça, c'est enrichissant. Sportif depuis toujours, Rui se rend à la salle 5 jours par semaine. Je pense être addict par le fait que j'ai un besoin déjà physique d'évacuer une forme de pression, et j'ai besoin même en fin de journée d'aller faire ma petite heure de fitness. Il sert à quoi cet exercice? Ça sert à gainer un peu les abdominaux et le dos, travailler le dos. Parce que c'est important dans la vie de gainer comme ça les abdominaux et le dos. Oui, c'est le centre du corps, de l'esprit.
c'est les abdominaux. Donc ça centralise le tout. Avec l'âge, on a besoin aussi de se sentir bien dans sa peau, esthétiquement trouver un équilibre. Puis ça permet de ne pas trop vieillir trop rapidement. Un style d'accueil, un style convivial, un style familial et d'être à l'écoute. C'est ça ma devise. C'est pas de dire je dois faire, excusez-moi l'expression, de l'argent, de l'argent, de l'argent. N'empêche, le fitness reste un business. Près de 2 millions de francs sont nécessaires pour ouvrir un espace de 1500 mètres carrés. L'objectif est donc de rentabiliser. Et pour cela, la bonne combine, c'est le low cost. Comme ici, presque une deuxième maison pour Sophia. La salle est ouverte 24 heures sur 24. C'est l'IKEA du fitness. Il y a tout pour bien faire, mais on se débrouille seul. Ici aussi, la tête pensante est suédoise. La patronne était ingénieure dans une multinationale. Aujourd'hui, elle vend de la forme à petit prix. Nous mettons le tout pour l'entraînement. Il y a des machines qui sont intéressantes, toutes les zones pour un entraînement qui plaise à tout le monde. Par contre, ceux qui ne touchent pas à l'entraînement, là, on essaye de faire des économies. Notamment, les vestiaires sont petits et pratiques. On a des douches, mais il n'y a pas de sauna, il n'y a pas de hammam. Et aussi, au niveau du personnel, on a des heures de présence limitées. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui se blesse, on est dépendant de ceux qui sont autour. On est plus en sécurité ici que chez soi, dans son sous-sol, dans son petit gym. Mais effectivement, on est sous sa propre responsabilité quand on s'entraîne chez nous. C'est audacieux puisque 4700 personnes se blessent annuellement dans les salles de sport. Le fondateur d'une des plus grandes chaînes de fitness de Suisse est aux antipodes de ce choix. La chose la prépondérante, c'est le nombre de collaborateurs que nous avons dans les centres. C'est-à-dire que ce suivi qui est donné jour après jour par les collaborateurs, qui n'est peut-être pas un suivi où le collaborateur est chaque jour avec le client, mais où le client sait qu'à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée, il peut avoir accès à un suivi en demandant de l'aide. Pour vous, ça c'est quelque chose de fondamental? Oui, ça pour nous c'est la base. Une choco pour monsieur. Dans les low cost, il n'y a pas de cours collectif et pas de bar non plus. Or, dans tout fitness qui se respecte, il y a un zinc et surtout des protes. Protes pour complément alimentaire protéiné, l'apéro préféré des sportifs en salle. La protéine en boîte renforce l'entraînement. Mais pourquoi consommer en poudre ce qu'on trouve dans une bonne viande? C'est un côté pratique, on va dire. Ce côté, au lieu de cuire du poulet après l'entraînement où j'ai pas forcément beaucoup d'appétit, c'est vite fait, c'est facile à transporter. On met un peu d'eau, on boit ça, c'est prédigéré, ça s'assimile plus rapidement que la nourriture. Il y a des nutriments, enfin tout ce qu'il faut dedans pour une récupération musculaire optimale, je dirais. L'engouement pour le fitness a boosté les ventes de ces poudres magiques et les magasins spécialisés poussent comme des champignons. En plus des produits protéinés, on y trouve des boosters, des gainers, des volumisateurs, tout ce qui peut compléter l'alimentation en vue d'un métabolisme plus performant. Ces substances font du bien, mais consommées en surdose, elles peuvent se révéler dangereuses pour la santé. Maintenant, il y en a énormément de jeunes qui viennent, surtout des hommes. Il y en a des gens qui veulent perdre du poids, mais généralement, typiquement, ce sont des gens qui veulent prendre de la masse musculaire, qui vont au fitness, qui s'entraînent au fitness assez souvent, et qui veulent prendre de la masse qu'on appelle la masse sèche, donc que du muscle, pas du gras. J'aurais cherché à quelque chose après l'entraînement. Quelque chose après l'entraînement? Un supplément de protéines, essentiellement, d'accord, ce que je vais chercher. Je veux échanger le gras en muscle. Je veux pas perdre du poids. Je veux changer, je vais le convertir en muscle. Déjà, on ne peut pas transformer le gras en muscle, d'accord? Donc en fait, il faut perdre le gras, éventuellement développer la masse musculaire pour qu'il puisse après utiliser le stock de graisse en tant qu'énergie, d'accord? Mais on ne transforme pas les graisses en muscles. Alors les compléments alimentaires avec précaution, pourquoi pas? Seulement voilà, une étude parue en 2002 a mis le feu aux poudres. Le laboratoire antidopage de l'Université de Cologne est mandaté par le CIO pour mener une étude d'envergure sur les compléments alimentaires. 600 produits provenant de 13 pays sont analysés. L'étude révèle que 15% des compléments alimentaires
contiennent des substances dopantes interdites. C'est la stupeur. S'agit-il d'une contamination involontaire ou d'une façon détournée de donner aux clients le goût des produits interdits? Les adolescents en quête de muscles mettent en danger leur santé sans même le savoir, comme le démontre la scène qui suit. Ces jeunes clients veulent acheter du C4, un booster d'énergie et de force, aujourd'hui interdit en Suisse comme en France. Alina propose une alternative. Alors, ça serait celui-là. Okay, qui est à base de guarana, caféine, vitamine C. Il faut savoir que les pré-workouts dont vous m'avez parlé, il y a quand même des substances qui sont assez dangereuses pour le foie, d'accord? Par exemple, la niacine, au niveau de la santé, c'est pas top, d'accord? Mais je sais que les C4 et les autres sont pas... Ouais, ça j'ai entendu, parce qu'il y a eu quelques gens qui avaient des problèmes de santé à cause de ça. Il me semble, ouais. Bon, bah. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé à cause de ça, mais vous les cherchez quand même? J'en prends pas souvent en fait, c'est surtout quand je m'entraîne le matin en fait et je suis un peu fatigué, ça peut m'aider je pense. Ça vous aide à pousser un peu plus loin ou... C'est surtout au niveau de l'énergie et du mental. Voilà, ce qu'on cherche c'est vraiment juste le côté boostant. La démocratisation de ces produits sur les réseaux sociaux, ça peut un peu les banaliser. Et on se dit pas forcément que c'est quelque chose de mauvais pour la santé alors que ça peut l'être, donc ça soulève un peu des questions sur un peu la circulation de ces produits dans le marché. Là, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas pris, donc je pense que j'arrive à m'en passer, mais toujours le fait de voir un peu une route qui est un peu plus facile à emprunter, même si, au fond, elle peut être un peu plus dangereuse sur long terme, ça facilite les choses. Parce qu'on a plus de... James a vécu aux États-Unis où, selon lui, produits dopés et protéinés, c'est kiff-kiff. En Europe et en Suisse, c'est encore assez mal vu. J'ai beaucoup de gens qui prennent à la salle. Ils le diront pas, qu'ils le prennent. Et après, entre nous, ils nous le disent. Mais tous les autres qui demandent, non, moi je suis naturel. Et ce sentiment... Des protéines aux dopants, le pas est vite fait par certains. Dans les fitness, on les trouve peu ces personnes dans l'espace cardio, davantage dans l'espace musculation, là où s'entraînait Pierre. Adolescent, j'avais ce qu'on appelle un petit peu de surpoids. J'étais un petit peu le rondillet. Et puis une fois est arrivée l'idée de s'inscrire en fitness pour perdre un peu de poids. On se prend vite au jeu parce que finalement il y a rapidement des effets sur le corps et puis des résultats qui sont visibles. On voit que la plupart des gens qui fréquentent les salles de fitness, en tout cas certains plutôt dans le milieu bodybuilding, il y a ces compléments alimentaires, il y a ces laits protéinés qui sont servis après l'entraînement, il y a différentes pastilles, des acides aminés, il y a plein de compléments alimentaires finalement qui se prennent quasi quotidiennement. Après quelque temps, Pierre décide de participer à un concours de bodybuilding. Il y a cette espèce d'endoctrinement finalement dans ce monde du bodybuilder. C'est un monde particulier. On s'entraîne bodybuilding, on mange bodybuilding, on vit bodybuilding. On a commencé par les protéinés, par les bars, par les acides aminés. Ensuite, on passe par des pastilles par voie orale. Et puis ensuite, on sait très bien que l'étape supplémentaire, ça va être les injections. Il s'agit d'injections de stéroïdes anabolisants. Avec les hormones de croissance, ce sont les dopants les plus recherchés. Ils sont la version synthétique de la testostérone, responsable de la croissance des muscles. Délivrés sous ordonnance, ce sont des médicaments puissants. Mais achetés et consommés sans contrôle, ce sont de véritables bombes. Ces effets sont multiples. On peut prendre quasiment chaque organe, et puis chaque organe peut être la cible de ces médicaments et être victime de ces médicaments. Le cœur grandit, fait une hypertrophie, et puis peut, dans ce sens-là, être à l'origine de troubles du rythme. Les vaisseaux peuvent s'obstruer, on peut avoir une hypertension. Au niveau du foie, on peut avoir des inflammations du foie, une hépatite, voire à long terme des cancers du foie. La même chose au niveau du rein, une inflammation des reins, voire des tumeurs au niveau du rein. Au niveau des organes sexuels, on peut avoir une atrophie,
voire pour causer une impuissance à la fin. Et puis, au niveau du cerveau, eh bien, il y a aussi des effets négatifs. Ça peut provoquer des crises de colère, des démences importantes. On m'a jamais proposé. Tout d'un coup, je suis allé au contact et puis j'ai dit est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de pouce qui serait possible pour prendre un peu plus de poids, pour sécher. Et c'est ma démarche personnelle de se dire ben voilà, là j'ai envie d'un petit peu plus. On nous montre comment fonctionne une seringue, le matériel, les ampoules. Et puis ensuite, c'est assez simple finalement. On remplit la seringue du liquide et puis ensuite c'est de l'intraveineux et puis on pique dans le muscle et puis on injecte gentiment. La main n'a pas tremblé, non. Mais je pense que ça faisait partie également de cette insouciance d'adolescent, de jeune adulte, qui fait qu'on n'a peur de rien. Les gens arrivent dans une salle, ont envie de se muscler, et s'ils s'engagent beaucoup et qu'ils prennent goût à ça, qu'ils prennent du volume musculaire, se passent des interactions à la salle avec d'autres pratiquants qui sont plus avancés dans leur pratique, qui connaissent les produits, qui connaissent les techniques, et qui progressivement vont être en interaction avec eux. Et donc là, il y a une espèce de processus d'élection. On le reconnaît. Et quand on est fragile, être reconnu, c'est important. C'est une identité positive, c'est quelque chose de valorisant. Et donc, cette interaction va conduire ces personnes-là à se convertir progressivement, à adhérer au bodybuilding. Et c'est un peu comme des conversions religieuses. C'est comme entrer dans une vie monastique organisée autour de toutes les exigences du bodybuilding. Déterminé, gonflé à bloc, Pierre participe à son championnat et finit sur le podium. Je me suis senti l'espace d'un championnat quelqu'un. Et pour un adolescent qui avait été en surpoids, d'avoir ce sentiment de confiance qui est nettement augmenté est quand même quelque chose d'agréable. Après le championnat, j'ai commencé à avoir des boutons, des plaques d'eczéma. Un bon check-up s'en est suivi et ce qui a révélé une hépatite médicamenteuse, ce qui veut dire une infection du foie. Les effets sont estompés au fur et à mesure, mais ça a pris de longs mois. Là, ça m'a fait peur à en pleurer parce que le but premier était d'être plus athlétique, plus musclé, trouver de la confiance, plaire. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des plaques de boutons. Donc finalement, c'est tout à l'opposé du but initial. En 2013, les docteurs Gremion et Borloo dénoncent pour la première fois le dopage chez les jeunes sportifs amateurs. Ils sont entre 5 et 15%, tous sports confondus, jusqu'à 25% dans les fitness. Aujourd'hui, les jeunes, les adolescents, quand ils voient des gens musclés, taillés, des plaques de chocolat, veulent arriver vite. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est de s'entraîner. Vous savez, c'est comme les pilules miracles. Quand on vous dit que vous prenez 2 pilules, puis à la fin du mois vous avez perdu 5 kilos, j'aimerais bien les savoir, ces pilules. Si tout d'un coup, après 3 mois, vous avez des gens qui ont doublé de volume, attendez, faut avoir fait Saint-Cyr, hein, j'entends. Hein. Donc là, on va se poser quand même des questions. On va dire, attendez, ça va pas. Puis il y a aussi l'effet de fatigue. Il y a aussi l'effet d'humeur. Hein, donc ça amène quand même une certaine agressivité. Les gens commencent à avoir plein de boutons, surtout dans le dos, des choses comme ça. Voilà. Après, moi, je peux rien contre ces jeunes-là. Nous, c'est juste de leur dire attention. Faites attention, parce qu'un jour, vous allez le payer. Vous allez vraiment le payer. Tout va bien? La forme? L'entraînement bon? Il n'y a pas une salle où je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend des produits. Puis on voit les gars qui prennent, mais c'est hyper difficile de les freiner parce que d'un côté, ça leur fait de l'argent. Il faut dire ce qui est, hein. Ils commandent ça sur Internet et puis après ils revendent ça à leurs collègues. Et de deux, on a vite un résultat. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Si je suis sûr, je les prends dans mon bureau, je veux dire clairement que je ne veux pas de vente chez moi. Je ne peux pas les empêcher de prendre, mais chez moi, on ne vend pas. Il y a aussi eu 1 ou 2 personnes qui ont été exclues de mon club pendant 5 ans. Mais il y a aussi eu crise cardiaque chez moi à cause de ça.
Donc la personne, elle n'a pas mis les pieds pendant un bon bout de temps chez moi. Et puis quand il a voulu revenir, il a dû bien me prouver qu'il ne prend plus. Ouf, ouais, crise cardiaque. À quel âge? 16 ans. Cet ado s'en est sorti, mais d'autres ont eu moins de chance. On avait repris le restaurant en 2013 avec mon fils, avec Mike. C'était un endroit accueillant, enfin chaleureux. Et puis ça marchait vraiment très bien, parce que c'était un excellent cuisinier. Il adorait faire le poisson, puis les desserts, le caramel, enfin plein de choses, quoi. Mais l'aventure s'arrête net. Mike meurt en mai 2014. J'ai toujours laissé sa photo avec moi. Chaque matin, quand je viens ici travailler, je lui dis « Bonjour Mike »,« Salut Mike, ça va aujourd'hui ?» Chaque matin, je lui dis « Bonjour ». Voilà, j'allume sa petite bougie et je lui dis 2-3 mots. Parce que là, c'est vraiment l'endroit où je sais qu'il est avec moi. Pour m'aider. Sans lui, j'en suis sûre que je n'aurais peut-être pas fait aussi longtemps. Mais je sens comme s'il y avait sa présence. Voir les gens qui m'appréciaient, qui me soutenaient. Bien sûr, de travailler nouveau restaurant, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ce qui m'a sauvée. Myriam a pourtant décidé de rendre son tablier. Je finis mon bail. C'est très dur de tout quitter. J'ai vraiment tout perdu ici. Je disais mon fils, maintenant je dois tout vendre, je dois changer de vie. C'est pas toujours évident. C'est dans le jardin de la maison familiale que repose le fils de Myriam et Fred. Depuis 4 ans, les souvenirs tournent en boucle. Mike a été toxicomane pendant longtemps, mais là, il reprenait goût à la vie. Ce Jurassien, père de 2 enfants, avait retrouvé un équilibre, renoué avec sa famille. Il s'était inscrit dans un fitness parce qu'il voulait se trouver beau, s'aimer enfin. Il en est mort à 23 ans, seul dans son appartement, officiellement d'une crise cardiaque. C'est la police qui a ouvert la porte. Et puis là, ils ont trouvé les médicaments, quoi. Puis le médecin qui est venu, il a déclaré crise cardiaque, mais de ces produits. C'était un cocktail, une bombe, quoi. C'est dans une salle de sport aménagée dans cet entrepôt que s'entraînait Mike. Et c'est là qu'il va rencontrer le copain qui l'incitera à consommer des anabolisants, ce qu'il fera toujours à l'insu des responsables de la salle. Le corps de Mike se développe très rapidement. Je lui ai dit, mais tu viens dégueulasse. C'est vraiment affreux, on dirait que t'es gonflé à l'hélium, quoi. C'est plus naturel, ça vient même moche. Enfin, moi, je trouve, quoi. Puis ça, je lui ai dit. Et puis quand il est décédé, on a retrouvé derrière une plainte les piqûres. Je lui disais, mais Mike, qu'est-ce que tu prends? J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, garde ça, nom de Dieu. Chaque semaine que je le voyais, j'ai l'impression qu'il a repris de la masse musculaire. Je disais, ah ouais, ben attends, pas, parce qu'il me disait, alors il tirait son shortan, il me dit, regarde ici, j'ai repris tant de tours de cuisse, puis il était tout fier de ça, quoi. C'était, ouais, il a vraiment, vraiment vécu que pour ça. C'était, il avait cette image de vouloir devenir, ouais, vraiment un Apollon, oui. Mike est passé d'un excès à l'autre. La cocaïne et le cannabis l'avaient détruit. La musculation et les anabolisants, paradoxalement, lui redonnent vie. Le jeune homme tient sa revanche. Quand on a été une loque, je peux le dire, passer une loque, j'entends, on sait tout ce que c'est que la drogue. Puis là, c'était un démon. Après que les anabos, ça, j'entends, c'était un ange pour moi, parce qu'il était revenu. Il était de nouveau la même chose. Il était revenu beau, il était revenu. Ouais, j'entends. Pas pour moi, j'entends. Voilà, j'entends. Moi, c'est clair, c'est mon fils, j'en suis fier, c'est normal. Ça, c'est mais logique. il était gentil comme avant. Mais il était gentil, il avait compris ce qu'il avait fait faux, surtout ça, ça. On a des familles qui vont accompagner en étant contents que le fils soit costaud, on le montre. Donc c'est plutôt valorisant au début d'avoir des enfants qui sont plutôt en forme. Et quand les parents réagissent, c'est souvent assez trop tard parce qu'on est déjà dans la dynamique de consommation de ces produits-là. Donc c'est très difficile. On a exactement les mêmes processus pour l'anorexie. C'est au départ, les parents sont fiers que la jeune fille, parce que c'est plutôt des jeunes filles, maigrissent.
Et une fois qu'elle est prise dans ce cycle de maigreur, les parents n'arrivent plus à avoir une prise sur ces personnes-là. Quelques semaines après le drame, Myriam dénonce publiquement ce qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils, Internet et son supermarché virtuel de produits illicites. Il faisait ses commandes par ordinateur, puis ça revenait dans des beaux petits paquets à la maison, quoi. Voilà. Il se faisait Par livrer à la Internet. maison? Oui, oui, chez lui. Voilà. 2-3 jours après, c'était là. Depuis la mort de Mike, Myriam et Fred éprouvent colère et culpabilité. On a été un petit peu laxiste sur ce point-là, effectivement. Et puis, pour moi, c'est une partie de moi qui est morte, quoi. Moi, je dis une partie de mon corps est morte. Après, c'est vrai que, je sais, on dit toujours, la douleur s'atténue avec le temps. Je pense pas que la douleur s'atténue avec le temps. Je pense qu'elle est différente. C'est pas la même chose. Mariage de... La Clem, c'était. Ouais. À ce jour, pourtant, aucune mort ou accident, même suspect, n'est officiellement due à une prise d'anabolisant. Les médecins concluent toujours à une mort naturelle et les proches sont trop bouleversés pour demander l'enquête qui permettrait une autopsie. On ne voulait pas faire d'autopsie parce qu'on ne nous l'a déjà pas dit, même les gendarmes qui étaient présents. Alors quand on dit mort naturelle après sur un dossier, c'est un peu grave quand même. Voilà. Surtout que les preuves étaient là. C'est pas comme s'il n'y avait pas de médicaments dans son appartement. Moi, si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'un jeune comme ça, qui meurt comme ça, ça devrait être automatique. On devrait automatiquement faire une autopsie parce qu'on ne sait pas. C'est pas logique qu'un jeune de 23 ans décède comme ça. Donc... Combien de sportifs amateurs sont morts dans les mêmes conditions que Mike? Combien sont atteints dans leur santé? Personne ne veut en parler. Difficile de trouver des interlocuteurs qui acceptent de témoigner à visage découvert ou même de témoigner tout court. Chris, lui, a accepté. Ouais, c'est un peu pour montrer aux gens qu'il faut quand même faire les choses. C'est très facile de se procurer ça. Le copain, il en prend. C'est un peu la compétition, surtout chez les mecs, on est très compétiteurs. Donc lui, il en prend. Moi, je m'entraîne. C'est pas possible que lui mette une barre plus lourde que moi. Alors moi, je veux avoir le même niveau. Ouais, c'est peut-être pour cadrer les gens, peut-être un peu. Je sais pas. Chris a l'âge de Mike au moment de sa mort. Comme Mike, il a commencé à fréquenter un fitness pour être mieux dans sa peau. Il y a aussi au début un peu, on va dire, peut-être un manque de confiance. Le fait que j'étais très maigre, et aussi pour les filles. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Amateur de concours de musculation, Chris consomme des anabolisants. Son marché, il le fait, comme Mike et tant d'autres, sur le net. Notre gamme, nos marques, nos packs, qui font des packs avec les objectifs qu'on souhaite avoir. Si on veut être plus endurant, plus fort, des anti-âges, tout. Et franchement, des fois, il y a des produits quand même assez forts. Hein, il y a des molécules qui sont quand même à prendre avec des pincettes, je dirais. Nous voulons tous progresser, aller chercher encore plus les performances. Ils sont bien vendeurs quand même. Je suis passé avec ce pack que vous avez pour enfants réaliser vos envies. Ils disent ça comme si c'était, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu aberrant quand même. Il n'y a aucun moment où ils disent qu'il faut faire attention, quoi. Vous, ça vous coûte combien? C'est comme toute dépendance au final. Ça a un coût, oui, ça a un coût. On va dire que les stéroïdes en soi, c'est 200 francs, plus ou moins. 200-300 francs par mois. Et après, si on met des hormones de croissance, là, ça c'est cher. C'est-à-dire Ça peut être très cher, ça peut aller jusqu'à 1000 balles par mois. Après, bon, si on a des contacts, on a des prix un peu moins chers, mais ça reste quand même quelque chose, un coût, un budget. Je sais très bien que je vais me retrouver un jour avec des problèmes de coude, des problèmes de genoux, des problèmes de dos, ça c'est une chose certaine. Comme finalement tout sportif. Si on booste, bah, au bout d'un moment, le corps il réagit quoi. Puis voilà. Et ça vous fait pas peur? Oui et non, je sais pas. Je vois des gens autour de moi qui ont d'autres problèmes. Je veux dire, je pense pas que ce soit pire qu'une autre chose. Je prends des produits qui améliorent ma forme. Je soulève davantage de fonte, je résiste davantage, je me fatigue moins. Donc je suis très en forme et je suis en forme aussi sexuellement. C'est-à-dire je peux multiplier les rapports sexuels en étant très en forme grâce aux anabolisants. Donc ça donne un sentiment de puissance
dans la vie quotidienne et à court terme. Or, les conséquences en termes de santé, c'est du long terme. Et c'est plutôt en vieillissant, après avoir consommé pendant un moment, que là émergent ces risques-là. Mais ce décalage dans le temps fait que les risques, on ne les perçoit pas. Dans 10-20 ans, j'espère avoir des gosses, avoir aussi une situation professionnelle. J'aurai d'autres choses en tête que mon physique. Vraiment? Et si un corps musclé était davantage qu'un physique? Peut-être une identité? Il y a des normes quand même dans nos sociétés assez fortes, des normes de virilité. On a une masculinité dite hégémonique qui fait référence, et cette masculinité hégémonique est souvent en conformité avec la force, un gros volume musculaire qui caractériserait une façon d'être homme. Et donc on a un soutien de ces représentations-là, probablement aussi par rapport aux images qu'on a dans les films, dans les séries. On a quand même des corps musclés qui sont extrêmement présents, cette espèce d'hyper-virilité qu'on va retrouver dans le bodybuilding. Être beau, baraqué, viril, c'est presque un boulot à plein temps. Il faut être discipliné et ne pas faire la fine bouche. C'est comme tous les jours. Blanc de poulet avec du riz. Donc c'est protéines et des carbs. Voilà. J'aime me faire mal à l'entraînement. Et j'aime la muscu, quoi. J'ai pas un but spécifique. J'aime être comme ça. Voilà, c'est pas, il n'y a pas derrière où j'ai eu un passé où j'étais gros ou quoi que ce soit. C'est rien de tout ça. Voilà. Vous vous trouvez beau comme ça et bien comme ça? Bah, disons que ouais, c'est pas que je me trouve beau ou je me trouve bien. Voilà, je me trouve bien dans ma peau et voilà, j'aime être comme ça. Ça marche avec les filles ou? Pas du tout. Et ce n'est pas ici que Massimo va en rencontrer, puisqu'elles sont plutôt rares. Cette salle est fréquentée par des pousseurs, comme on dit, des hommes particulièrement baraqués. La chose s'explique. L'un des deux patrons est Francisco Corral, le bodybuilder suisse le plus titré, vice-champion du monde de culturisme. Je représente une certaine image. Pour ce qui me concerne, est-ce que je donne comme conseil à ces jeunes qui me disent en ouvrant la porte « je veux être comme vous d'ici cet été », je leur explique déjà le parcours que j'ai eu. Donc ça fait quand même plus de 20 ans que je m'entraîne, qu'on ne devient pas comme ça en claquant des doigts comme moi, et que ce n'est pas en prenant ce genre de produit qu'on va devenir aussi comme moi. Certains en prennent conscience, d'autres pas, parce qu'ils veulent brûler les étapes, malheureusement. Comme patron de salle, je ne suis pas censé savoir ce qu'ils font. Je peux voir qu'il y a une évolution qui est peut-être plus rapide que d'autres personnes, mais qui me dit qu'il prend réellement, oui ou non, une substance anabolisante. Il faudrait vraiment les prendre en flagrant délit pour les interdire de la salle. Et que peut-il répondre à ceux qui ne sont pas encore dopés, mais qui y pensent? Moi, ce que je peux leur conseiller, c'est d'avoir au moins un suivi médical, faire les choses proprement. La consommation d'anabolisants n'est pas interdite. Son trafic, oui. La vente sur Internet étant difficile à traquer, la police a décidé de s'attaquer aux grossistes locaux. Ici, tu as une saisie qui date de 2017, c'est pour une seule personne, qui stockait des médicaments qui étaient prévus aussi à la revente. Donc tu as l'ensemble des produits qui sont utilisés dans le milieu de la musculation. Donc comme tu peux voir là, tu as des testostérones, différentes testostérones utilisées. Tu as aussi de la gonadotropine, et puis des hormones de croissance. Okay. Et puis ensuite, tu as aussi des stylo-injecteurs d'insuline. C'est pour les diabétiques, ça? Oui, mais c'est utilisé aussi très largement par les bodybuilders. Donc ça, on évalue entre 10 et 15 000 francs.
15 000 francs, d'accord. À l'achat. Hein. Après, évidemment, si la personne se met à revendre, on n'a aucune idée, il y a des marges qui peuvent se faire. À l'échelle mondiale, l'affaire est terriblement rentable. Les experts prétendent que le chiffre d'affaires de la vente de médicaments a dépassé celui des stupéfiants classiques. Les polices cantonales romandes et tessinoises sont organisées en réseau pour traquer celui qui revend les produits en catimini, dans les fitness ou ailleurs. Dans les fameux magasins de protéines, par exemple. Selon notre enquête, des commerçants pousseraient leurs clients à s'intéresser aux stéroïdes anabolisants. Ces produits tuent, on le sait. Alors, est-il possible que sous couvert de vendre des compléments alimentaires, certains commerçants orientent des clients vers les produits interdits? Nous devons vérifier cette information. Impossible pour nous de le faire autrement qu'en toute discrétion. Nous décidons de recourir à un jeune figurant qui se glisse dans la peau d'un sportif en quête de muscles. Notre figurant se rend dans un magasin à Genève. Il dit au patron fréquenter un fitness 4 fois par semaine et manger ultra sain. Donc je voulais prendre plus de masse musculaire. Mais après, ça dépend de la nutrition, en fait. Et tout ce qui est créatine, testostérone. Testostérone, ouais. J'ai vu qu'il y avait sur Internet des... on parle d'injection. Ouais. Ou il n'y en a pas en capsule. J'en ai en capsule. J'ai vu des gens qui se plus pour la libido, c'est que pour le gain musculaire. Pas pour l'énergie, pas pour... Non. D'accord. Ok. Mais c'est légal ça, tout ce qui est... Non, c'est pas légal. C'est pas légal. Le patron annonce que les stéroïdes sont illégaux, mais affirme détenir des capsules de testostérone pour la libido. Or, en Suisse, seuls les pharmaciens peuvent vendre de la testostérone. 3 personnes, probablement des habituées, sont présentes. Elles interviennent dans la conversation. C'est mieux d'arriver à un seuil naturel. Après, si tu vois que tu n'arrives plus à aller, c'est là il faut prendre le stéroïde pour aller au-delà. Quand tu prends les stéroïdes, tu n'es pas obligé d'avoir une discipline, mais tu ne dois rien manquer, tu ne peux rien manquer. D'accord, une discipline. C'est vrai que quand tu prends les stéroïdes, tu vas synthétiser mieux la protéine. Tu auras un meilleur transport dans les muscles. Tu peux prendre. Moi, je ne vais pas mentir, j'ai déjà pris. Hein. Mais j'ai pris tous les contre. D'accord. Parce que sinon, tous les contre... protéger le foie. Parce qu'après, tu vas avoir des problèmes au niveau érectile. Ok. À aucun moment, la consommation de stéroïdes anabolisants n'est déconseillée. Et chacun y va de son conseil médical. Le problème sur Internet, si tu les commandes, à la douane, on veut te faire choper à la douane. C'est 400 balles d'amende et puis ils brûlent tout ce que tu as. Parce que c'est illégal en Suisse. Non, c'est pas légal. Mais dans le monde, c'est légal. Non. Il faut avoir des contacts sur Internet, c'est délicat. Non, c'est très très délicat. Ouais, je pense. Je connais ça. Ok. Ici, on déconseille aux clients d'acheter ces dopants sur Internet. En revanche, le contact est privilégié. Mais contact avec qui? Avec un fournisseur? Moi, je vais te montrer avec qui je travaille. Je travaille avec un gars qui fait du bodybuilding très haut niveau. Je fais des points de nutrition avec lui. Ah ouais. Et lui, il prend pas de... Si. Ah. Mais il prend pas énormément, c'est sa génétique. Okay. Le patron montre au client la photo d'un homme extrêmement musclé avec lequel il prétend travailler. Pourquoi montre-t-il cette photo? Souhaite-t-il appâter notre figurant? Commence à bien manger, commence à rentrer dans l'anabolisme, c'est-à-dire que ton corps il capte ce qui se passe. On met tout le temps bien musculaire, là tu pourrais prendre des trucs. Ok. Et après on grossit, là. Si après on arrête, non? Non, ça dépend des molécules que tu prends en fait. T'as des molécules qui ont 4 semaines, t'es taillé écorché comme lui. Ok. C'est ça. 4 semaines seulement? Ouais, en 4 semaines, tu peux arriver terrible résultat. Ce jour-là, notre figurant ne repart qu'avec un bidon de protéines. Mais s'il veut aller plus loin, il a bien compris que dans ce magasin, il obtiendra les contacts nécessaires. On ne s'intéresse pas trop aux consommateurs, mais plutôt aux grossistes, aux importateurs. Nous, on considère que dans ce milieu-là, il y a des contrebandiers qui font passer donc ces produits, qui vont passer la frontière, ces produits, et puis ensuite qui mettent sur pied des petits réseaux de distribution. Et comme on sait, le revendeur, c'est lui qui fixe les prix. Donc ça peut aller à des marges bénéficiaires assez importantes. Et puis les cas graves, c'est si vous vendez à des mineurs, si vous êtes organisé en bande. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la pratique de la médecine.
Donc quelqu'un qui a des produits, qui va montrer à un copain comment s'injecter de manière intramusculaire ou comment on prend des comprimés, eh bien cette personne-là, elle sera poursuivie. C'est la nouvelle loi fédérale sur le sport, en vigueur depuis 5 ans, qui permet de mieux cibler les trafiquants. Et un procureur référent chapeaute les enquêtes. Il y a peu, aucun dossier de trafic de dopants n'atterrissait sur son bureau. Aujourd'hui, il en traite une quinzaine par année, mais il n'oubliera jamais sa première affaire. Le condamné a pris une peine de 18 mois donc de prison avec sursis, un sursis d'une durée de 4 ans, et cette peine était couplée d'une peine pécuniaire de 60 jours amende. Dans la lutte, disons au niveau pénal contre le dopage en Suisse, en tout cas en Suisse romande, elle est emblématique dans la mesure où c'est certainement la première condamnation, en tout cas aussi lourde, pour on va appeler ça un trafiquant de produits dopants. C'est en 2013 qu'est interpellé ce Vaudois de 45 ans, adepte de bodybuilding. Il proposait tout type de produits à des amateurs romans de musculation. La saisie de la police est impressionnante. Stylos à insuline, seringues, ampoules, sachets et flacons, en tout 27 000 comprimés et plus de 3 litres de médicaments. Ces produits auraient pu lui rapporter 50 000 francs. Non seulement c'est une affaire qui avait été médiatisée déjà à l'époque, mais dans le milieu, qui est un milieu assez fermé dans la mesure où les personnes se connaissent au-delà des cantons. Donc là, c'était une affaire vaudoise, particulièrement axée sur le nord du canton. Cette affaire a eu un effet d'onde de choc. Et il en a été discuté dans la plupart des fitness. Mais il est une affaire plus récente qui n'a jamais été ébruitée et dont nous avons eu connaissance. Début 2017, les responsables d'un fitness d'Yverdon sont interpellés et la salle doit fermer de facto pendant quelques jours. C'est une première en Suisse romande. Dans les milieux concernés, c'est le choc. Ce fitness est géré par une lignée reconnue dans l'univers du bodybuilding. 2 de ses membres ont passé plusieurs semaines en détention préventive avant d'être relâchés. Que leur reproche-t-on exactement? Du trafic, c'est sûr, mais dans quelle mesure? Aucune information ne filtre sur ce dossier qui est encore à l'instruction. Nous avons rencontré un des prévenus dans cette affaire. Il avait accepté d'intervenir dans ce reportage avant de se rétracter. Souvenez-vous des produits exposés sur la table. Certains d'entre eux, justement, ont été saisis dans le fitness d'Yverdon. Avec ce dossier, la police affirme l'intérêt qu'elle porte au fitness. Je tiens quand même à dire que la majorité des gens qui les fréquentent n'ont rien à voir avec ces délinquants. On ne parle pas de sportifs, on parle de délinquants. Et puis, c'est un monde fermé, discret. Je dirais que c'est assez normal. Hein, on rencontre on fait les mêmes réflexions sur le monde des stupéfiants ou dans d'autres milieux. Donc, ils sont entre eux, ils ont une forme de langage. Ils ont aussi tout ce qui les lie, c'est la diététique. Ils ont une rigueur à l'entraînement qui est assez impressionnante. Hein, il faut quand même leur laisser... ils vont quand même s'entraîner régulièrement. Mais aussi, donc, c'est ce surdosage de médicaments quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est frappant quand on sait que quelqu'un peut se faire jusqu'à 4 injections par jour, plus une prise de 30 comprimés, parce qu'on prépare un concours. Il était de cela, Martial Chérier. Pour lui, c'était comprimés et injections pendant des années. Et puis il a brisé la loi du silence en faisant de ses prises d'anabolisants des parcelles de son œuvre. C'est que le bodybuilder est doublé d'un artiste. J'ai redonné un autre statut, une autre place à l'injection. C'est aussi une manière de rechorégraphier tout ça, toute cette gestuelle, tout cet univers. C'est un sport vraiment violent et c'est une pratique quand même où on détruit des fibres, où on casse, on doit casser pour reconstruire plus gros, quoi. Hein. On ne peut pas passer au travers de ce processus de destruction. Mais devait-il pour autant l'afficher dans une œuvre? Comme tout artiste, je veux dire, on essaye de sublimer les choses qui nous entourent dans notre univers. Pour un bodybuilder, on va dire, c'est le corps. Et pour moi, en ce qui me concerne aussi, tous les petits éléments, comme les aliments, comme les médicaments,
les emballages, tout ça font partie d'un univers qui me paraît, dans mon œuvre en tout cas, essentiel à mettre en lumière, quoi. Martial a présenté des expositions sans complaisance. La police n'a jamais bronché, mais dans le milieu, on a tout sauté. On m'a fait des remarques comme quoi j'avais un petit peu trahi le mystère. Mais bon, moi ça fait partie d'une démarche globale. Des vidéos, mais aussi des collages et des photos qui racontent le corps, en fait le propre corps de Martial, dans toutes ses transformations, dues au temps, aux entraînements et bien sûr aux médicaments. Martial Chérier a été champion de culturisme en France et aux États-Unis. Avec sa femme, il s'occupe de ce magasin situé dans l'enceinte d'un fitness près de Toulouse. Il y vend des protéines et coach Aziz. Son poulain veut participer l'an prochain à son premier concours de bodybuilding. Aziz, je lui conseille d'aller le plus loin possible, naturellement. Après, il verra, il fera son choix, il fera comme les autres. Mais je pense que déjà, il sera enrichi d'un maximum de connaissances et qu'il fera les choses dans ce domaine qu'on va considérer comme étant un domaine à risque, hein, un sport un peu extrême, le plus intelligemment possible. J'ai fait papillon là, après devant, là on fait ici, ici, et après je fais quoi? J'adore un peu chauffer la salle un peu à l'américaine. Allez, on n'est pas des tapettes, on y va. Et puis au final on est 2, 3, 4, 5 et ça, on finit à 10 et c'est génial. 2, 3. Je suis une fit girl et je le revendique haut et fort. Honnêtement, j'ai pas honte, je suis fière. Je suis fière parce que je fais attention à moi. Ok, super, c'est bien, marche. Super. Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. C'est une phrase de Shakespeare, pour le meilleur et pour le pire.